voilà, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est bienvenue. Nous en sommes à la sixième émission. Et oui, 6 émissions. 6 semaines de confinement, pardon, j'en bégaye, et ça passe très très vite, même si personnellement, je commence à en avoir un peu bien marre de ne pas bosser. Parce que quand on est à son compte, qui dit ne pas bosser, dit aussi, vous connaissez l'expression, pas de bras, pas de chocolat, n'est-ce pas? Mais bon, ceci n'est pas le sujet. On peut en reparler en fin d'émission si vous me posez la question dans le chat. Oui, car j'espère que pour cette sixième émission, il y aura plus de questions que d'habitude. Parce que franchement, j'aimerais bien un peu plus d'interactivité dans les lives. C'est pas parce qu'on n'est pas nombreux qu'il faut jouer les timides. Idem dans les commentaires sur la chaîne YouTube. À part Jean qui en met quelques-uns, bravo et merci. Mais bon, on en reparlera en fin d'émission, c'est promis. Je regarde. Bonjour Pauline, on m'entend bien. Super, génial Christina. Eh bien, écoutez, tout va bien. Donc alors, le sujet du jour est hyper important en photo, mais il est hyper important aussi en vidéo. Oui, j'ai gardé la petite caméra qui chuchote. On va voir, parce qu'en fait, ce sujet-là, il est presque aussi important que l'exposition. Voire, il est plus important que l'exposition. On va parler de la composition de l'image. Et qui dit composition dit cadrage, dit équilibre, histoire, simplicité, lumière, contraste, couleur. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Mais comme vous êtes des bons élèves, sauf pour les questions et la curiosité dans le chat, je vais vous organiser tout ça pour faire en sorte que cela soit aussi clair que possible. Bref, si vous êtes prêts pour l'aventure de toute une vie de photographe, je lance le générique et après on attaque. Allez, c'est parti. Ouais, vous avez vu que ce générique, il est personnalisé toutes les semaines. C'est quand même un truc de ouf, ça. Alors, j'ai envie d'aborder le sujet de manière affective, voire de manière un peu philosophique. Donc en fait, on va parler de qu'est-ce qui nous plaît dans une photographie que l'on voit. Quel est le processus de séduction d'une photo? Y a-t-il des règles qui régissent nos sens de l'esthétique en matière de photographie? Vous allez voir, je vais m'emballer beaucoup parce que là, on parle vraiment quand même d'un sujet qui est énorme. Alors déjà, tout ça, c'est certainement lié à notre petit cerveau, ou gros, ça dépend de qui interprète tout ce que lui envoient nos yeux, qui en sont les capteurs des émotions que l'on ressent en regardant une photographie. Mais quand on a dit cela, on aborde immédiatement un sujet qui ne va pas vous surprendre. La beauté, l'émotion, le plaisir sont des sentiments personnels et des sentiments très subjectifs. Oui, vous avez bien compris ce que je veux dire par là. L'affect que l'on porte à une photo dépend de sa propre histoire, de son propre vécu et de la façon dont tout ça interagit avec ce que l'on voit. Mais, car il y a toujours un mais, y a-t-il des règles qui seraient communes à plusieurs personnes ? Peut-on analyser des façons de faire, de composer une image qui aboutirait à une sensation partagée par un groupe, une sensation de plaisir ou de malaise, sensation de joie ou sensation de peine, qui serait partagée par une communauté de personnes? Est-ce qu'il y a de la physique ou de la technique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet de mieux faire passer une émotion, un sentiment, une idée dans une photographie? Alors, toutes ces questions, de nombreux photographes se la sont posées et se la poseront encore pendant très très longtemps. En fait, il est clair que les vidéastes aussi, et on se la pose cette question depuis des lustres. Alors, moi, en gros, j'ai pas la réponse. Donc, vous attendez pas une solution miracle, clac, boum, boum, il n'y a pas de réponse à ça. Mais par contre, je vais vous proposer des pistes. Pas des pistes de ski, mais des pistes, des pistes. Nous allons voyager de la physique à la technique, en passant par le cœur. Je vous ai dit qu'on allait parler beaucoup d'affectif aujourd'hui, mais aussi par le cerveau. Parce qu'en gros, le patron, c'est qui le patron? Ça reste le cerveau. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie du cerveau, même si je sais que vous auriez adoré me voir en prof de fac de médecine, par exemple, avec ma petite blouse. Mais non, sachez que l'œil, en revanche, c'est ça que je vais vous dire et qui est important, c'est l'œil qui regarde une image,
transmet des informations au cerveau qui les interprète. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Ben, je vais quand même vous montrer une petite vidéo sur le sujet. Vous êtes prêts? On y va. De l'œil au cerveau, construction des perceptions visuelles. Une fois ce relais effectué, les informations, toujours sous forme de messages nerveux, cheminent à nouveau à travers le cerveau pour atteindre une région qui se trouve tout à l'arrière du cerveau, on appelle ça dans le lobe occipital, et cette zone de traitement des informations est celle qui reçoit en premier dans le cerveau les informations visuelles, s'appelle le cortex visuel. La première zone recevant les informations, c'est le cortex visuel primaire, et ce cortex visuel primaire va collaborer avec d'autres zones du cerveau. Donc ce cortex visuel collabore avec d'autres aires visuelles, notamment les aires de la mémoire, les aires de la réflexion, etc., pour construire nos perceptions visuelles. Voilà. Elle me fait penser à une ex-prof à moi il y a longtemps. Alors, si vous souhaitez revoir cette vidéo en vitesse normale, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Les Bons Profs. Il y a plein de petits trucs comme ça, ultra intéressants sur plein de sujets différents. Alors, pourquoi vous ai-je montré cette vidéo? Eh bien, tout simplement pour vous remettre en mémoire que le regard que vous portez sur une image est bien entendu lié à un phénomène physique. Les signaux électriques transmis via le nerf optique, mais aussi est influencé, parce qu'il passe dans des zones du cerveau, la mémoire, l'expérience, les souvenirs, les goûts, tout ça, ça va influencer votre perception de l'image que vous voyez. C'est en ce sens que nous interprétons tous parfois des images qui sont les mêmes, mais d'une façon différente les uns des autres. Moi, ce que je vais aimer en photo, vous l'aimerez peut-être pas. L'interprétation des couleurs, c'est aussi une des premières singularités d'interprétation des images. Moi, je vois un bleu, vous pensez bleu, mais c'est pas tout à fait le même bleu que vous voyez. Du coup, les sensations que l'on éprouve en regardant une photo peuvent être différentes d'une personne à l'autre, et ça, c'est tout le domaine de l'art. C'est pour ça que j'ai mis art ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors heureusement, on n'est pas tous formatés. Hein. Ça, c'est le côté sympa de l'être humain. Bon, maintenant, on a bien abordé le sujet du jour. Une façon affective, mais néanmoins scientifique, vous avez vu. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, très sérieuses. Ah voilà, on passe à la composition. Qu'est-ce que la composition? Bah oui, hein, la première des choses à définir, c'est ça. C'est quoi la composition? Alors, composer, que ce soit en photo ou en vidéo d'ailleurs, hein, composer, c'est organiser des éléments dans le champ de notre objectif. Alors, et voilà, j'ai tout prévu. Tac, tac, tac. Oh oui, tout est bien là dans le truc, on y va. Alors, le champ de l'objectif. J'ai dessiné notre appareil photo ici. Hop, 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 hop. Donc je dessine super bien, c'est l'appareil photo. Il est sur son petit trépied. Voilà, tout le monde voit bien. Et quand je regarde dans mon objectif, je vais avoir ici la vision de ce que je vois. Ça, c'est le champ, c'est le cadre. Tout ça, c'est ce que je mets dedans. Et tout ce qui est autour, c'est le hors-champ. La composition de la photo, c'est ce que je vais mettre là-dedans. Ça paraît simple, ça paraît même évident. Jusque-là, vous avez tout bien suivi, il n'y a rien de compliqué. Alors, deuxièmement, quels sont les éléments avec lesquels on peut jouer? Alors, le deuxième truc à savoir, je reprends ma petite ardoise vite fait, c'est que dans les pays plutôt occidentaux comme les nôtres, on va plutôt, le regard humain va plutôt lire une image dans le sens de la lecture, c'est-à-dire, en gros, de gauche à droite, de bas en haut. Donc, va faire le Z de Zorro. Ça, c'est ce que va voir notre œil quand on prend une photo. Alors, ce que va repérer notre œil en premier. Si je prends une photo, justement, un paysage, comme on l'a vu il y a 2 minutes, le regard qu'on porte à l'image va être influencé par un certain nombre d'éléments. Ces éléments vont varier d'un être humain à l'autre, que ce soit une fille, un garçon, voilà, un vieux, un jeune, etc., etc. Mais nous, en tant que photographe, on peut jouer avec ces éléments et essayer d'influencer les gens, comme un musicien joue avec des accords. Donc généralement, ces petits trucs que je vais vous lister dans un premier temps fonctionnent plutôt bien. Je vais vous donner des astuces qui attirent l'œil, qui vous permettent
ou qui permettent au spectateur de votre image d'avoir un regard un petit peu différent, de choquer, de lui montrer quelque chose. Alors, on va faire ça ensuite avec des exemples, mais d'abord, je vais vous en parler. Premier point, la couleur. Bam, tiens, je vais repasser sur cette caméra-là. Je préfère cette caméra, en fait. Alors, il y a Siri qui se met en route. Je l'arrête en même temps. Bonjour, Nathalie. Alors, la couleur. La couleur, en fait, et toutes ces variations, et ces variations, le chaud, le froid, donc les couleurs chaudes plutôt orange, les couleurs froides plutôt bleues, tout ça, ce sont des choses que vous pouvez mettre dans votre photo pour attirer l'œil et faire en sorte que le cerveau de votre spectateur ait des réflexes. La netteté et le flou sont pendants. La lumière et l'obscurité. Le contraste. L'humain. On en a parlé de l'humain en vidéo, c'est très important. Mais du coup, on peut parler aussi du regard et de la direction du regard. Voire de l'espace qu'on laisse devant le regard ou dans le sens des mouvements, quand on filme ou quand on prend une photo, une voiture, etc. On va voir plusieurs exemples tout à l'heure. Il y a aussi un truc important, c'est l'équilibre visuel. Est-ce que ma photo, elle penche à droite, elle penche à gauche? Donc déjà, est-ce que l'horizon est bien droit? Ça, c'est le premier des points. Et ensuite, il y a les niveaux de plan. Le premier plan, mon micro, que vous voyez ici, j'ai changé de micro. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai changé de micro. J'ai mis un micro Covid, un micro que j'ai pas besoin de cracher. Et puis là, je fais des tests. Donc du coup, mon premier plan, le micro, mon plan juste derrière, le sujet, et mon plan encore derrière, mon arrière-plan. Ça, ce sont des choses en fait qui vont vous permettre de composer votre image. Le remplissage, 1/3, 2/3. Donc si je me mets par là, hop là, 1/3, 2/3, enfin 1/3, 2/3. Pareil, si je vais de l'autre côté, 1/3, 2/3. Là, c'est moi qui bouge, hein. C'est pas un effet de caméra, parce que je vous rappelle que je suis tout seul en studio. Voilà, la simplicité, c'est des choses simples, ça marque toujours. La cohérence ou l'incohérence. Par exemple, ne coupez pas un sujet comme ça, quoi, voilà. Ou alors, vous le coupez au bon endroit. Mais bon, voilà, tout ça, ça paraît de la logique, mais ce sont des choses qui en photo vont vous permettre d'aborder la photographie avec un œil un peu sympa. La répétition, ça aussi, c'est des choses qui sont très 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 fréquentes en photo et qui fonctionnent bien. L'irrépétition, alors ne cherchez pas, ce mot n'existe pas. L'irrépétition, ça n'existe pas dans aucun dictionnaire. D'ailleurs, je vais peut-être le proposer après le confinement au Larousse. Mais bon. Donc l'irrépétition. La symétrie, ça marche super bien. Une image très symétrique. Et puis les espaces positifs, les espaces négatifs, les arrière-plans bien nettoyés. On évite d'avoir trop de choses derrière, etc. pour pas polluer votre image. Donc, bon, vous avez pris des notes de tout ça. Là, il y a une quinzaine d'éléments que je viens de vous donner. Ce n'est pas des secrets, c'est juste des trucs évidents, mais ça va transformer vos photos, surtout si vous voulez combiner avec des règles simples de composition. Et donc, c'est là où on arrive au point numéro 3, les règles de cadrage. Parce que oui, comme dans tous les bons jeux de société, il y a quand même un espèce de mode d'emploi. Il y a des règles de base. Des centaines de millions de photographes ont testé pour vous des trucs improbables et se sont rendus compte que certaines règles fonctionnent bien pour attirer l'attention du spectateur. Alors, j'utilise moi-même ces règles. J'en ai même fait une espèce de base avant chaque photo que je prends et je dois dire que dans mon boulot, c'est indispensable. Parce que je ne vends pas des photos d'art, moi, madame, n'est-ce pas? Donc, du coup, j'ai besoin, en fait, de vendre des photos d'un événement, d'un séminaire, d'un intervenant sur la scène, d'une équipe en train de faire du jet ski. Je vends des portraits. Parfois, je fais beaucoup de portraits dans la même journée. Mon record, c'est 450 dans la même journée. Avec Jean, tu t'en souviens? C'était pas très loin, à Neuilly-Plaisance. Ouais, c'était chouette, d'ailleurs. Hein. Donc, du coup, je suis obligé d'utiliser des règles simples de composition et de cadrage pour être certain que ma photo fonctionne. Si ma photo ne fonctionne pas, elle ne plaira pas à mon client et je vais perdre mon client. Et j'aime pas perdre mes clients et je ne perds pas mes clients. Donc j'utilise des règles simples. Alors, pour mieux illustrer mes propos, parce que là, certains d'entre vous, c'est un peu subjectif. Hein, aujourd'hui, on parle vraiment de wouhou, ouais, tchou-tchou. Mais c'est subjectif. Mais je vais vous montrer quand même une vidéo en pas à pas. Alors attention, parce que là, la technique que je vais utiliser, c'est que je vais passer une vidéo. Hop là! Et en fait, je vais l'arrêter au fil de l'eau,
quand ça me plaira et que j'aurai envie de vous dire des petits trucs. Alors j'y vais, je lance le générique. Voilà, c'est parti, la composition et quelques règles de cadrage. Pour ne rien vous cacher, j'ai refait en fait cette vidéo parce qu'on a eu des problèmes de son pendant le live. Donc voilà, on va parler d'abord de la règle des tiers. Règle numéro 1, où on va tracer dans notre photo, sur notre cadre photo, en fait, quelques lignes, de façon à pouvoir placer des points forts de notre photographie. Donc soit ici, 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 ou encore ici. Voilà, par exemple, premier exemple, donc notre joli léopard, avec l'œil de léopard, est vraiment bien ici, sur un des tiers de la photo. Voilà une photo qui est forte. Pareil pour l'horizon, ainsi que le kitesurf, le scarabée. La deuxième règle, c'est de positionner des éléments importants le long des lignes de ce même cadre que nous avons tracé. Alors souvent, ce cadre existe même dans votre viseur ou sur l'écran de votre appareil photo, tellement la règle des tiers est devenue une règle commune à tous les photographes du monde entier. Voilà la base des bâtiments à Venise, notre petit champ. Et même cette mouette, alors je reviens sur la mouette, j'ai le chien qui aboie, désolé parce qu'il voit une mouette. La mouette elle est super chouette, j'adore cette photo de Jean. En revanche, j'aurais bien mis le bec jaune de la mouette juste pile poil dans l'intersection, de façon à ce que les deux yeux soient à droite et à gauche du trait sur la droite, ce qui nous aurait permis d'avoir en plus une symétrie. Mais la photo est très belle. L'horizon penchouille un peu par contre. Ligne directrice et perspective. Utiliser les lignes naturelles pour conduire le regard dans l'image. Voilà, ça c'est assez facile à comprendre. Ça se comprend juste en regardant la photo. Pareil sur une vue de ce type-là. Et ça fonctionne également avec une vue qui tourne. Vous voyez, les courbes aussi nous emmènent à suivre avec notre regard tout au long de la photo. Et alors là, si je m'arrête 2 secondes sur celle-ci, vous voyez qu'on a plusieurs lignes directrices, dont une qui est un petit peu perturbatrice, c'est la ligne électrique. Mais ceci dit, son intérêt est qu'elle nous fait visiter la photo également de gauche à droite. Du coup, on regarde partout. Voilà, une vue classique d'un petit pont. Alors, classique, mais vous voyez que la lumière qui se dégage crée une ligne verticale assez intéressante puisqu'elle ajoute à la verticalité des lampadaires. Là, une vue très classique du Louvre, mais l'intérêt est qu'on a vraiment beaucoup de lignes et à l'intérieur on voit l'escalier en colimaçon qui, une fois qu'on l'a vu, nous permet de visiter encore un petit peu plus à l'intérieur de la pyramide, d'apercevoir les reflets de l'eau, et donc c'est une photo qui dégage pas mal aussi de curiosité en fait pour notre œil. Et là bien sûr un grand classique, des pavés. Alors cette photo a eu un prix, elle a eu une médaille de bronze en 2015 au Grand Palais. Waouh, je suis content. Voilà, jolie photo, encore une fois avec une route. Ensuite on va parler des règles de diagonale pour donner une sensation de mouvement. Et là vous voyez que ça fonctionne dans tous les sens, ça fonctionne de la gauche vers la droite, comme ça peut fonctionner également avec une diagonale qui repart d'un autre côté. Notre super cigogne, tout dans la diagonale de la photo. Le vestiaire. Donc ça c'est le vestiaire du Stade de France, donc rien de beau dans cette photo, si ce n'est ces diagonales qui sont véritablement magnifiques. La table par rapport au banc du vestiaire, c'est une ah, vous m'avez compris, j'adore. Encadré. Utiliser des cadres comme les portes et les fenêtres. Ça aussi, ça fonctionne super bien. Regardez. Ah, ça marche avec des portes, ça marche avec des petits passages, ça marche avec des grandes arches et des portes. Ça marche aussi avec des hublots d'avion, ça c'est top. Et bien sûr, ça marche. Ça c'est moi, c'est une photo de Jean. Encore une fois, on était à Ouessant. Je réorganiserai bien un petit voyage à Ouessant un de ces jours. Vous voyez là, la photo, elle est juste. Moi, c'est un gros souvenir. C'est un gros souvenir. Voilà. Et ça, encore une photo de Jean avec le petit chat dans la fenêtre. C'est parfait.
Et là, vous voyez pour le petit avion qu'on peut encadrer avec aussi des nuages ou avec de la lumière ou avec des contrastes. Tout fonctionne bien dans une photo où on va mettre le sujet dans un cadre. Les contrastes, justement, on en parle. Alors voilà, des contrastes comme ici. Photo prise sur une construction qui a été faite, si ma mémoire est bonne, dans le cadre de l'exposition, la Biennale d'architecture à Venise il y a 3 ans. Très simple. Là aussi beaucoup de contrastes mais en couleur. Et là bien sûr une photo avec le jaune qui jure sur le bleu qui est absolument superbe. Remplissez le cadre, rapprochez-vous de votre sujet. Là, on a vraiment 2 exemples avec des portraits splendides. J'adore. Une touche aussi. Centrez l'œil dominant. En plaçant l'œil dominant au centre de la photo, vous allez effectivement attirer votre regard. Voilà sur un premier exemple. Un deuxième exemple. Alors ce que j'appelle l'œil dominant, je répondrai tout à l'heure dans une question, je vais laisser ça comme ça. L'œil dominant en fait c'est l'œil qui est le plus près de l'objectif, donc c'est sur celui-ci que vous allez faire la netteté de votre photo, et donc c'est sur celui-ci que vous allez effectivement le mettre au milieu de votre photo. Et là, alors l'air à laisser dans le sens du regard, ça vous permet de vous poser la question de qui regarde-t-elle ainsi. Donc c'est pas moi, mais moi je suis la photo. Ça marche aussi avec les mouvements, les voitures qui passent, etc. Utilisez les motifs pour attirer le regard de votre spectateur. Ça aussi, ça marche très très bien. Et ça nous force à nous balader, voilà, les mouettes, les oiseaux, la foule, une foule vue du haut. Oui, le Tour de France, la répétition. Jouer avec l'irrégularité. Donc vous voyez, ça c'est bien aussi. Voilà, l'homme en violet, on le voit tout de suite. Comme sur cette prochaine photo où là aussi on voit tout de suite la boule. La symétrie bien sûr, qui satisfait toujours le regard. Et là ça fonctionne bien avec le zèbre. Ça fonctionne très très bien aussi avec cette mouette qui se reflète dans l'eau et qui est parfaitement symétrique. Et celle-ci aussi. Ainsi qu'avec nos beaux bateaux. Et même avec les avions du 14 juillet, ça marche très très bien. Alors la netteté, le flou. Ici, notre œil est attiré par le très net au milieu. Et sur la photo d'après, il est attiré par le flou des vélos. Et que ça fonctionne dans les deux sens. C'est toujours le pendant. Et l'équilibre, le poids de la photo. Ici, un équilibre horizontal. Là aussi, un équilibre horizontal. C'est souvent un équilibre horizontal. Et là aussi, vous voyez qu'une photo comme ça, elle est coupée, on se demande pourquoi, mais elle est très équilibrée. Elle est équilibrée d'ailleurs au niveau horizontal comme au niveau vertical, avec juste un petit bout de filet qui dépasse. C'est juste parfait. Elle tient toute seule. Voilà ce que je voulais vous dire sur la composition et les règles de cadrage. Là les amis, le son est revenu, non? C'est pas bien là? C'est pas nickel? Hein, le son est revenu. Donc en fait, voilà, le truc, c'est que... je vais remettre le micro à son endroit. Attention les oreilles. Hop là. Le truc, c'est qu'effectivement, c'est un nouveau micro. C'est un micro que je teste. Et j'avais pas vraiment l'autonomie des batteries. Donc on vient de voir que l'autonomie, elle n'est pas super grande. Hein. Mais ça nous permet quand même de voir aussi que de temps en temps, on change les piles hein, dans le matos. Voilà. Alors, il me faut un assistant. Ça, c'est vrai. Un assistant avec... voilà. Hein, l'assistant. Voilà, c'est Jean qui dit ça. Alors... bon, tout ça, est-ce que quand même vous avez vu la vidéo? Est-ce que vous avez bien vu toutes ces différentes techniques? Alors vous pourrez tout revoir dans le replay, ce que je vous conseille de faire. Ça vous évitera d'avoir les problèmes de son dans le replay parce que je vais les cut. Alors attention, moi ce que je voulais vous dire quand même sur les vidéos, sur cette vidéo de cadrage, c'est qu'en gros, on vous donne des règles, mais que les règles, on les utilise ou on ne les utilise pas. Hein. Globalement, je vous ai donné des ingrédients. La lumière, le contraste, etc., etc. Je vous ai donné des règles, la règle des tiers, la symétrie, les parallèles, etc., etc. C'est à vous de vous en servir. C'est à vous de composer tout ça
Et ensuite, vous allez faire une photo qui va tout déchirer. Ah, c'est super simple en fait de faire une photo. Hein. Vous appuyez sur le bouton, après avoir bien composé dedans, il y a 2-3 trucs de vitesse, de machin, d'ouverture. Hop là, gling, et vous avez une belle photo. Mais n'oubliez pas que votre cerveau, votre œil, tout ça sont vos amis. Et donc il faut essayer de les aider un petit peu pour faire cette belle photo. Alors, avant d'arriver à la fameuse foire aux questions, j'espère que vous avez préparé là. Merci Nathalie. J'espère que vous avez préparé des questions hein, pour faire honneur à cette 6e émission. N'oubliez pas en fait que ces règles-là sont des bases. Ce ne sont que des bases. Ce ne sont que des bases. Et il faut combiner. Il faut suivre, il faut faire, en fait, pas suivre si vous n'avez pas envie, mais vous trouverez toujours des exemples de photos qui fonctionnent sans aucune règle. Ceci dit, avec ces règles-là, vous verrez que toute la beauté de la photographie que vous avez dans la tête, vous pourrez la mettre et la présenter à quelqu'un. Donc ça, c'est le truc qui fait super plaisir. Et après, n'hésitez pas, hein, faites des photos, montrez-les nous, mettez-les sur Instagram, montrez-les aux gens, faites des expositions, passez des concours. Bref, montrez les photos que vous faites, les gardez pas que pour vous, faut partager tout ça. Voilà, alors maintenant on passe au chat. Alors pour passer au chat, bim, caméra secret, non, chuchote. Donc cette caméra-là, on va regarder le chat. Alors, donc, vous voyez qu'effectivement, il me faut un assistant. Ah, comment fait-on quand on fait surtout de l'abstrait? Alors ça, c'est une excellente question, ma petite Pauline. Toi, effectivement, tu fais beaucoup d'abstrait. Eh bien, en abstrait, le truc, c'est que les règles, elles n'existent peut-être pas en tant que telles, mais elles existent dans les couleurs, dans le contraste des couleurs. Sur beaucoup de photos abstraites, on va retrouver soit de la simplicité, un décor tout vide et une ligne qui traverse la photo, et donc ça veut dire que c'est quand même des éléments de composition. Ou alors énormément de photos qui sont avec des contrastes de couleurs, du blanc, du jaune. Donc en abstrait, ça fonctionne aussi. Voilà, ça c'était la première question. Merci Pauline d'avoir posé une question. Alors j'attends. Il faut des règles abstraites. Oui, c'est ça, ouais. Alors, deuxième question. Je sens que ça va venir. Allez, une question de Jean. Une question de Jean. Bon. C'était un jeu de mots, hein, jambon. Ah, moi, je ne veux pas faire patienter tout le monde inutilement. Si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave. Tic, 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 tic. Je déteste le bleu, pourtant, c'est ce qui marche le mieux avec nos copains du salon. C'est vrai. Bah, ça dépend. Le bleu, le noir. Eux, ils aiment bien aussi le noir et blanc. Le noir et blanc, c'est un truc aussi qui est, soi-disant, très artistique. Bon, c'est pas forcément... c'est pas une règle. Mais ça marche bien. Moi, je mets souvent sur des expos des photos en noir et blanc. Alors, Pauline a une question qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Je suis prêt à tout. On est en live. Hein. Alors, avant, je vais répondre à la question de Jean, c'est quoi un œil dominant? Alors, pour moi, c'est assez simple. Hein. Quand vous prenez un visage, un portrait en photo, la personne n'est jamais droite. Si vous la mettez toute droite comme ça, c'est pas très beau. On dirait une sardine dans une boîte. Donc vous allez plutôt la mettre de côté. Et du coup, pour moi, l'œil dominant, c'est l'œil qui est le plus près de mon objectif. Donc là, si vous me regardez bien en face, donc on va faire tac comme ça, vous me regardez bien en face, l'œil dominant, ça va être celui-là. C'est celui qui est le plus près de l'objectif. Celui-là, il est un petit peu plus dans... Ouais, une photo de portrait qui peut être pas mal, comme ça. Hop là, l'œil dominant est là. Donc pour bien la faire, hop, vous me centrez au milieu, hop là, voilà, tac, bim, clac, photo. J'ai répondu à la question? Oui. Alors Pauline, je t'écoute. Quels objectifs utiliser avec quel boîtier et pour quelle photo? Alors, normalement, chaque boîtier photo a un objectif qui correspond à la marque. Ça, c'est déjà les choses. Donc, les boîtiers Canon vont sur du Canon, les boîtiers Sony vont sur du Sony, les boîtiers Fuji vont sur du Fuji, etc., etc. Mais là où ça se complique, c'est que certaines griffes attaches d'objectifs peuvent varier, même dans la même marque. Par exemple, on a des objectifs EF chez Canon, mais on a aussi des objectifs EFS chez Canon pour, par exemple, des matériels en APS-C. Voilà. Donc ça, c'est peut-être une question qui t'intéresse. C'est aujourd'hui, tu as un objectif EFS
avec un boîtier un 40D par exemple, ça fonctionne très bien. Est-ce que la question c'est est-ce que je peux mettre un objectif EF sur mon boîtier 40D? La réponse est oui, parce que l'EFS va très très bien avec ce boîtier-là. En revanche, un objectif EFS ne montera pas sur un boîtier plein format comme un 5D Mark II par exemple, ou un Mark III ou un Mark IV. Voilà. Donc ça, c'est des différences. Il faut se renseigner, il faut regarder. Alors après, il y a aussi un autre truc pour aller un peu plus loin dans cette question. C'est qu'en gros, il existe des adaptateurs, des bagues qu'on va rajouter et qui permettent d'un côté de se connecter sur le boîtier Canon par exemple et de l'autre côté de lui mettre un objectif Fuji. Moi, j'ai une bague qui fait le contraire, qui se met sur le Fuji et qui me permet de mettre sur mon X-T3 tous les objectifs EF de ma gamme Canon. Ça m'avait évité de tous les jeter ou de tout vendre et de garder des super optiques, même avec mon petit Fuji. Voilà. Donc ça existe, on peut toujours adapter un objectif sur un boîtier, ou alors il faut vraiment que ça date de mes robes. Une autre question ? Allez, franchement, aujourd'hui, vous éclatez là. 3 questions. 3 questions, c'est au top. De rien, Pauline. Bon, pour les autres questions, je vais vous laisser. Alors, je vais regarder quand même si, parce qu'on est sur Facebook. Sur Facebook, il y a des commentaires, mais c'est pas des questions. Tuc, 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 tuc. Bah, il y en a pas. Donc voilà. Il y en a pas. Ou alors, je sais pas où regarder pour les voir. Ça, c'est possible aussi. Hein. Donc ça, c'est fait. Du coup, je vais quand même vous parler d'autre chose. Bim, je vais vous parler de YouTube. Je vais vous parler de YouTube avant de se quitter. Je vous parle de la chaîne YouTube Imageas, de ma chaîne. Est-ce que vous êtes tous abonnés à la chaîne? Ça m'étonnerait. Franchement, après, voilà. En fait, je vais vous montrer tout bêtement comment il faut faire. Vous cliquez sur le bouton rouge, le petit bouton en haut à gauche, là, voilà. Vous voyez, en haut à droite, pardon, sur l'écran. Quand vous cliquez que vous êtes abonné, il devient gris. Et après, c'est fait. Après, il y a une petite cloche qui apparaît. Vous cliquez sur la cloche et comme ça, et ben, du coup, vous avez toutes les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas connecté à YouTube ou à Google au moment où vous voulez vous abonner, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous proposer de vous connecter avec votre adresse email, soit une adresse Google, soit autre chose, et ensuite c'est tout. Vous êtes connecté, c'est gratuit, vous accédez à des millions de contenus géniaux, dont les miens. Mais une fois que c'est fait, il faut savoir que pour faire grandir une chaîne YouTube, il faut aussi donner son avis sur ce que l'on voit, sur ce que l'on aime. Donc on aime la vidéo avec le petit pouce bleu, et puis on met des commentaires. Les commentaires, ça permet en fait à faire remonter la chaîne dans les moteurs de recherche. Je vous dis ça parce que j'ai sorti une vidéo sur un produit, le Canon R5, et quand on tape dans YouTube Canon R5, ma vidéo qui est géniale, qui est franchement géniale, elle apparaît mais en 300e position, donc elle fait pas beaucoup de vues, et c'est un peu dommage. Moi, j'aimerais bien que des gens qui soient intéressés par la photographie, par la vidéo, par ce truc-là, eh ben, puissent voir les résultats de recherche. Bon, voilà. En même temps, j'ambitionne pas de devenir youtubeur professionnel. Donc, c'est vrai que vous allez partager la chaîne et son contenu, si ça vous intéresse, si vous le voulez. Moi, il faut quand même dire qu'il y a un truc qui motive quand on passe du temps à faire du contenu de qualité, bah, c'est d'avoir des spectateurs. Voilà, ça paraît tout simple. Alors, ça, c'est juste un petit point là-dessus. Donc, j'espère que vous allez tous vous abonner. Et maintenant, on parle de la prochaine émission. Regardez, je vais faire un truc différent encore. Hop, paf, clac. Non, ça, je le laisse là. Je voudrais faire un truc pour vous dire au revoir comme ça, en plus grand. Voilà, en direct. Je vais vous dire que la prochaine émission, elle aura lieu dans 15 jours. Pas la semaine prochaine, car nous serons dans la semaine de reprise, la semaine du déconfinement, et je tiens à rester disponible pour mes clients éventuels. Voilà, donc on se revoit le 20 mai avec un nouvel horaire qui sera 20h30. Pourquoi 20h30 ? Parce que c'est en fait avant les infos, enfin c'est après les infos, voilà, globalement, et c'est avant le programme télé s'il y en a qui regardent la télé. Ça vous laisse le temps de manger quand même un petit peu, etc., etc.
Et moi, ça me permet, là aussi, de laisser du temps pour mes clients. J'espère que je serai très occupé les mercredis à 17h30. C'est tout ce que je me souhaite. Alors voilà, que de changements, que de changements. Moi, j'ai juste à vous dire que je vous souhaite une excellente fin de confinement. Continuez à vous protéger. Mettez un masque. Voilà, comme ça, mettez un masque. Moi, je vais faire des interviews chez mes clients comme ça. Voilà, je vais m'équiper. Ils vont rien risquer. Avec un super micro que je ne vais même pas accrocher ici, que je vais garder là. Voilà, et j'espère que tout ira bien et que le boulot va revenir. Générique de fin, je vous adore. À tout bientôt. Ciao, ciao.